6 octobre 1973. Sur le plateau du Golan, le silence du jour le plus sacré du calendrier juif est sur le point d'être brisé. Pendant que la majorité de la population israélienne observe le Yom Kippour dans le jeûne et la prière, 1400 chars syriens se positionnent le long de la frontière. Face à eux, seulement 177 chars israéliens défendent cette zone stratégique conquise 6 ans auparavant lors de la guerre des 6 jours. Ce qui va se produire dans les 4 jours suivants défiera toutes les prévisions militaires et changera à jamais l'histoire du Moyen-Orient. Voici l'histoire de la bataille la plus intense de la guerre du Yom Kippour, celle qui a sauvé le nord d'Israël d'une invasion totale. Le 6 octobre 1973, à l'aube, le plateau du Golan présente un paysage volcanique austère. Cette région stratégique de 1800 km², dominée par des collines basaltiques et des champs de lave pétrifiés, offre une vue imprenable sur la vallée de la Galilée et le nord d'Israël. Depuis la guerre des 6 jours de 1967, Israël contrôle ce territoire, établissant une ligne de fortification appelée ligne pourpre le long de la frontière avec la Syrie. Ce matin-là, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, est observé avec une ferveur particulière. Les routes sont désertes, les commerces fermés, et même l'armée fonctionne avec des effectifs réduits. La majorité des soldats sont en permission. Sur le Golan, la 188e brigade blindée Barak et la 7e brigade blindée assurent la défense avec un total de 177 chars, principalement des centurions britanniques et quelques Sherman modifiés. Face à eux, de l'autre côté de la frontière, se trouve la 1re division blindée syrienne et la 3e division blindée, totalisant 1400 chars T-55 et T-62 de fabrication soviétique, soutenus par 1000 pièces d'artillerie. Durant les semaines précédentes, les services de renseignement israéliens ont détecté des mouvements suspects le long de la frontière syrienne et égyptienne. Des rapports mentionnent l'accumulation de matériel militaire, l'évacuation de civils soviétiques de Syrie et une activité inhabituelle des forces arabes. Pourtant, la doctrine militaire israélienne, basée sur la supériorité aérienne et la mobilisation rapide des réserves, conduit l'état-major à sous-estimer la menace. Le général David Elazar, chef d'état-major, reçoit plusieurs alertes, mais le concept prédominant est que les Arabes n'oseraient pas attaquer après la défaite cuisante de 1967. À 13h58, les observateurs israéliens sur le mont Hermon, le point culminant du Golan à 2814 mètres d'altitude, rapportent une activité intense côté syrien. À 14h exactement, les batteries syriennes commencent un tir d'y préparation. À 14h05, plus de 1000 pièces d'artillerie ouvrent le feu simultanément sur toute la ligne de défense israélienne. Des obus de 130 mm et 152 mm s'abattent sur les positions fortifiées, les rampes de chars et les bases arrières. Le bombardement est d'une intensité jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Les communications sont coupées, les bunkers s'effondrent, et en quelques minutes, le plateau du Golan se transforme en enfer. Simultanément, au sud, l'Égypte lance son attaque contre le canal de Suez. La guerre vient de commencer et Israël se trouve face à la plus grande crise militaire de son existence. Sur le Golan, les soldats israéliens émergent de leurs abris pour voir un spectacle terrifiant. Une mer de chars syriens avance vers eux dans un nuage de poussière et de fumée. L'assaut blindé le plus massif depuis Koursk, en 1943, vient de débuter. La bataille pour le Golan ne fait que commencer et les prochaines heures détermineront le sort de tout le nord d'Israël. L'histoire que vous venez de découvrir ne fait que commencer. Écrivez dans les commentaires le mot Golan si vous suivez toujours cette incroyable histoire. Et si vous aimez les documentaires sur l'histoire militaire, abonnez-vous à l'Énigme militaire et activez la cloche pour ne rien manquer. Mettez un like pour soutenir cette chaîne. À 14h15, le bombardement d'artillerie cesse brusquement. Un silence sinistre s'installe pendant quelques secondes avant d'être remplacé par le grondement de milliers de moteurs diesel. Depuis leur position, les tankistes israéliens observent avec stupeur l'avancée de 1400 chars syriens organisés en formation serrée. Les T-55 de première ligne, reconnaissables à leurs tourelles arrondies et leurs canons de 100 mm, avancent à 40 km/h sur le terrain volcanique. Derrière eux, les T-62 plus modernes, équipés de canons lisses de 115 mm, capables de percer 300 mm de blindage à 1000 mètres, constituent la deuxième vague d'assaut.
La 188e brigade Barak, commandée par le colonel Yitzhak Ben Shoham, défend le secteur sud du Golan avec seulement 57 chars Centurion. Ces chars britanniques, bien qu'âgés, sont équipés d'un excellent canon de 105 mm L7 et d'un blindage frontal de 152 mm. Au nord, la 7e brigade blindée du colonel Avigdor Ben-Gal dispose de 120 chars pour défendre un front de 25 km. La supériorité numérique syrienne est écrasante, 8 chars syriens pour chaque char israélien. Mais les Israéliens possèdent un avantage crucial, ils connaissent le terrain et occupent les positions dominantes. Les premiers engagements commencent à 14h30. Les chars israéliens positionnés sur les rampes préparées qui leur offrent une protection hull-down ouvrent le feu à longue distance. Les canons de 105 mm crachent des obus perforants qui percent les blindages des T-55 à plus de 2000 mètres. Les explosions secondaires des munitions illuminent le champ de bataille. Mais pour chaque char syrien détruit, 10 autres continuent d'avancer. La tactique syrienne est simple mais efficace. Submerger les défenseurs par le nombre, accepter de lourdes pertes initiales pour percer la ligne. À 16h, la situation devient critique pour la 188e brigade. Les Syriens ont réussi à infiltrer des chars entre les positions israéliennes, créant le chaos dans les lignes de défense. Le colonel Ben Shoham tente de coordonner ses unités dispersées par radio, mais les communications sont intermittentes. Des combats rapprochés éclatent à moins de 500 mètres, distance où la supériorité technique israélienne diminue. Les servants des chars travaillent dans une chaleur infernale. À l'intérieur d'un centurion au combat, la température dépasse 50 degrés Celsius. Le chargeur doit manipuler des obus de 20 kg toutes les 6 à 8 secondes pour maintenir la cadence de tir. Pendant ce temps, au nord, la 7e brigade fait face à un assaut tout aussi violent dans le secteur appelé Kunaitra Gap, un corridor naturel entre les collines. Le lieutenant-colonel Avigdor Kaalani, commandant du 77e bataillon, positionne ses 30 chars Centurion sur les hauteurs dominant la vallée. Lorsque les T-62 syriens apparaissent, ces tankistes ouvrent un feu meurtrier. En 2 heures, plus de 60 chars syriens brûlent dans la vallée, créant un obstacle pour les vagues suivantes. Mais les munitions israéliennes commencent à s'épuiser. À la tombée de la nuit, après 6 heures de combats interrompus, le bilan est alarmant. La 188e brigade a perdu 30 de ses 57 chars. Le colonel Ben Shoham est tué lors d'un engagement rapproché à 19h30, laissant la brigade décapitée. Au nord, la 7e brigade a mieux résisté, mais compte déjà 25 chars hors de combat. Les Syriens, malgré la perte de plus de 200 chars, continuent de presser leur avantage numérique. Des avant-postes israéliens sont submergés, leurs équipages se battant jusqu'à la dernière cartouche avant d'être capturés ou tués. La première nuit de la guerre du Yom Kippour s'installe sur le Golan. Dans l'obscurité, illuminée par les épaves de chars en flammes, les combats continuent sporadiquement. Les tankistes israéliens, épuisés et à court de munitions, savent qu'une seule chose les sépare de la défaite totale, tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Mais combien de temps peuvent-ils encore résister face à une telle supériorité numérique ? Le 7 octobre à l'aube, la situation sur le plateau du Golan est désespérée. La 188e brigade Barak, qui défendait le secteur sud, n'existe pratiquement plus. Sur ces 57 chars initiaux, seuls 7 centurions demeurent opérationnels, dispersés et à court de munitions. Les Syriens ont percé la ligne pourpre en plusieurs endroits et leurs avant-gardes se trouvent à seulement 15 km du pont de Benot Yaakov, qui mène directement vers la Galilée et le cœur d'Israël. Si ce pont tombe, rien ne pourra empêcher les divisions blindées syriennes d'envahir le nord du pays. Au nord du Golan, dans une vallée étroite située entre les collines, se déroule ce qui deviendra la bataille la plus légendaire de cette guerre. Ce lieu, que les soldats israéliens nommeront plus tard Emek Abaka, la vallée des larmes, va être le théâtre de 4 jours de combat d'une intensité inimaginable. La 7e brigade blindée, commandée par le colonel Avigdor Ben-Gal, y fait face à des vagues successives de chars syriens qui tentent de percer vers Nafak, le quartier général des forces israéliennes sur le Golan. Le lieutenant-colonel Avigdor Kaalani, commandant du 77e bataillon de chars, se retrouve avec seulement 40 centurions pour défendre cette vallée cruciale. Face à lui, la 7e division blindée syrienne lance vague après vague ses T-55 et T-62. La tactique syrienne est brutale, saturer les défenseurs par des attaques continues, jour et nuit, sans jamais leur laisser de repos. Kaalani positionne ses chars sur les hauteurs dominant la vallée, créant une zone de mort pour tout véhicule ennemi qui ose s'y aventurer.
Les combats du 7 et 8 octobre dans la vallée des larmes atteignent une intensité sans précédent. Les chars israéliens tirent à cadence maximale, leurs canons chauffant au rouge. Les servants remplacent les tubes tous les 100 coups tirés. Les équipages restent dans leurs chars pendant 30 heures consécutives, combattant dans un état de fatigue extrême. Le sergent Zvika Gringold, arrivé en renfort avec seulement 2 chars, mène une campagne héroïque de 20 heures où il détruit, selon les rapports, 20 chars syriens, en manœuvrant constamment pour donner l'impression d'une force plus importante. Cette bataille incroyable continue de nous révéler des actes de bravoure exceptionnels. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment cette situation désespérée a pu se retourner. N'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire pour ne manquer aucun documentaire. Le 8 octobre au soir, la situation atteint son point critique. Le lieutenant-colonel Kahalani ne dispose plus que de 6 chars opérationnels. Ces hommes n'ont pas dormi depuis 48 heures, leurs uniformes sont imbibés de sueur et de graisse, leurs visages noircis par la fumée. Les munitions sont presque épuisées. Par radio, il entend les appels de secours d'autres unités submergées par les Syriens. À 18 heures, une nouvelle vague de 40 T-62 syriens apparaît dans la vallée, avançant en formation serrée. Kahalani donne l'âtre. Tous les chars, feu à volonté. Les 6 centurions restants ouvrent le feu simultanément. Dans la fumée et le chaos, les tankistes israéliens visent, tirent, rechargent avec une précision mécanique née de l'entraînement et du désespoir. En 30 minutes de combat intense, 15 chars syriens sont détruits. Les autres se replient. Mais tout le monde sait que ce n'est qu'un repli temporaire. La nuit tombe sur la vallée des larmes, transformée en un cimetière de métal tordu où brûlent plus de 260 chars syriens. Dans les premiers jours de cette guerre, les défenseurs du Golan ont accompli l'impossible, tenir face à un ennemi 8 fois supérieur en nombre. Mais combien de temps encore peuvent-ils résister? Les renforts arrivent lentement, freinés par la mobilisation du Yom Kippour et les combats simultanés sur le front du Sinaï contre l'Égypte. Le sort du nord d'Israël repose sur les épaules de quelques centaines de tankistes épuisés qui refusent d'abandonner leur position. La bataille entre dans sa phase la plus critique. Le 9 octobre 1973, à l'aube, marque le tournant décisif de la bataille du Golan. Après 3 jours et 3 nuits de combats ininterrompus, les forces israéliennes sont au bord de l'effondrement total. Dans la vallée des larmes, le lieutenant-colonel Kahalani ne dispose plus que de 4 chars opérationnels. Au sud, les restes de la 188e brigade ont complètement cessé d'exister en tant qu'unité cohérente. Les Syriens, malgré la perte de plus de 500 chars, continuent de presser leur avantage numérique. Leurs avant-gardes se trouvent à seulement 10 km du pont de Benot Yaakov. Mais durant la nuit, un effort logistique titanesque s'est déroulé dans l'arrière-garde israélienne. Des techniciens ont travaillé sans relâche pour réparer les chars endommagés dans les dépôts de maintenance. Des trains de munitions ont été acheminés depuis tout le pays. Et surtout, les premières unités de réserve, mobilisées en urgence le jour du Yom Kippour, commencent à arriver sur le Golan. À 5 heures du matin, une colonne de 15 chars Centurion fraîchement réparés arrive en renfort de la 7e brigade. Ces 15 chars vont provoquer un événement qui changera le cours de la bataille de manière inattendue. Lorsqu'ils se positionnent sur les hauteurs de la vallée des larmes à 6h30, les observateurs syriens les repèrent immédiatement. L'information remonte à la chaîne de commandement syrienne. Force blindée importante détectée au nord du Golan. Dans le brouillard de guerre, après 3 jours de combats acharnés et de pertes massives, le commandement syrien commet une erreur fatale d'appréciation. Ils interprètent ces 15 chars comme l'avant-garde d'une contre-offensive israélienne massive. Cette perception erronée est renforcée par plusieurs facteurs. Les Syriens ont perdu plus de 600 chars en 3 jours, soit près de 43% de leur force initiale. Leurs équipages sont épuisés, leurs chaînes de ravitaillement surchargées et la résistance israélienne, bien que désespérée, a été bien plus féroce que prévu. Le général Youssef Chakour, commandant de la 1re division blindée syrienne, a vu ses meilleures unités décimées dans la vallée des larmes. Lorsqu'il reçoit les rapports sur ces nouveaux chars israéliens, il craint d'être pris au piège dans une manœuvre d'encerclement. À 8 heures du matin, un ordre incroyable est transmis aux unités syriennes sur le Golan. Consolider les positions, suspendre l'avance. Les chars syriens, qui étaient à quelques kilomètres de percer définitivement la défense israélienne, s'arrêtent. Certaines unités commencent même à se replier vers des positions défensives. Du côté israélien, les tankistes épuisés observent avec incrédulité ce retrait.
Ka'alani, qui s'attendait à un assaut final, voit les T-62 syriens faire demi-tour dans la vallée en contrebas. Cette pause de 6 heures dans l'offensive syrienne va sauver Israël. Entre 8 heures et 14 heures, les renforts israéliens continuent d'affluer sur le Golan. La 20e brigade blindée arrive avec 100 chars supplémentaires. Les munitions et le carburant sont distribués aux unités en première ligne. L'aviation israélienne, qui a réussi à neutraliser une partie des défenses antiaériennes syriennes, commence à bombarder les colonnes blindées ennemies. À 14h30, lorsque les Syriens reprennent leur offensive, la situation sur le terrain a radicalement changé. La 7e brigade, renforcée et réapprovisionnée, repousse violemment la nouvelle attaque syrienne. Dans la vallée des larmes, les chars israéliens, maintenant au nombre de 60, créent un véritable enfer de feu. Les T-62 syriens, privés du soutien de l'artillerie et harcelés par l'aviation, subissent des pertes catastrophiques. À 18 heures, le commandement syrien ordonne un repli général pour consolider une ligne défensive. L'offensive qui devait conquérir le Golan et envahir Israël vient de s'arrêter, à quelques kilomètres seulement de son objectif. Le 10 octobre, Israël passe à la contre-offensive. Les forces blindées, maintenant supérieures en nombre grâce à la mobilisation complète des réserves, repoussent les Syriens au-delà de la ligne pourpre et avancent même en territoire syrien, s'arrêtant à 35 km de Damas. La bataille du Golan est terminée. Ce qui semblait être une défaite inévitable s'est transformé en victoire grâce à une combinaison de résistance héroïque, d'erreurs de jugement adverse et d'arrivées opportunes de renforts. Lorsque les combats cessent sur le plateau du Golan le 24 octobre 1973, après un cessez-le-feu négocié par les Nations Unies, le paysage volcanique est méconnaissable. La vallée des larmes ressemble à un cimetière industriel géant. 260 chars syriens détruits jonchent le terrain. Leurs tourelles arrachées et leurs coques calcinées témoignent de la férocité des combats. Sur l'ensemble du Golan, 867 véhicules blindés syriens ont été détruits ou capturés. Le bilan humain est tout aussi terrible. 3500 soldats syriens tués, 370 capturés. Du côté israélien, 772 soldats ont perdu la vie et 250 chars ont été détruits ou gravement endommagés. Ces chiffres racontent l'histoire d'une bataille qui a défié toutes les prévisions. Avec une infériorité numérique de 8 contre 1 au début des combats, Israël aurait dû perdre le Golan en 48 heures, selon les analyses militaires conventionnelles. Pourtant, la combinaison de plusieurs facteurs a permis cette victoire improbable. Premièrement, la supériorité tactique et l'entraînement des équipages israéliens. Chaque tankiste israélien était capable de tirer 8 à 9 coups par minute contre 4 à 5 pour les Syriens. Deuxièmement, la connaissance du terrain et l'occupation de positions défensives optimales. Troisièmement, la doctrine israélienne de commandement décentralisé qui permettait aux officiers de prendre des initiatives cruciales en l'absence d'ordre supérieur. Mais le facteur le plus important reste l'erreur de calcul syrienne du 9 octobre. L'ordre d'arrêter l'offensive alors que la victoire était à portée de main demeure l'une des grandes énigmes militaires du XXe siècle. Les historiens militaires débattent encore aujourd'hui des raisons exactes de cette décision. Certains affirment que la pression soviétique, inquiète d'une escalade nucléaire, a joué un rôle. D'autres soulignent l'épuisement des forces syriennes et la peur d'un piège. Quelle que soit la raison, ces 6 heures de pause ont permis à Israël de transformer une défaite certaine en victoire stratégique. La bataille du Golan a également révélé plusieurs leçons tactiques qui ont transformé la guerre blindée moderne. L'importance de la position défensive hull down, où seule la tourelle du char est exposée, a été confirmée. Les chars israéliens en position dominante survivaient 4 fois plus longtemps que ceux en terrain plat. Le rôle crucial de la logistique a été démontré. Les Syriens ont perdu la bataille autant par manque de coordination entre l'artillerie et les blindés que par infériorité tactique. Enfin, la guerre a montré la vulnérabilité des chars face aux nouvelles armes anti-chars guidées, comme les missiles Sager soviétiques, forçant une révolution dans la conception des blindés. Pour Israël, la guerre du Yom Kippour a représenté un traumatisme national profond. Malgré la victoire finale, le pays a été pris par surprise et a frôlé la catastrophe. Cette guerre a mis la fin au mythe de l'invincibilité israélienne, né de la victoire éclair de 1967. Le gouvernement de Golda Meir a démissionné en 1974, assumant la responsabilité de l'échec du renseignement. L'armée israélienne a entrepris une réforme majeure de ses doctrines et de ses équipements. La guerre a également ouvert la voie aux négociations de paix.
En 1974, Israël et la Syrie ont signé un accord de désengagement qui stabilise la frontière du Golan, ligne qui demeure inchangée 50 ans plus tard. Pour la Syrie, malgré les pertes terribles, la guerre a été perçue comme un succès partiel. L'armée syrienne avait réussi à surprendre Israël et à infliger des pertes significatives, restaurant l'honneur perdu en 1967. Le président Hafez al-Assad a consolidé son pouvoir en présentant la guerre comme une victoire morale. Cependant, la défaite militaire finale et la perte de territoires supplémentaires ont marqué la fin des grandes offensives arabes conventionnelles contre Israël. Le conflit est entré dans une nouvelle phase de guerre d'usure et de confrontation par proxy. Aujourd'hui, la vallée des larmes est un site mémoratif où les visiteurs peuvent encore voir des épaves de chars préservées. Des monuments honorent les soldats des deux camps qui ont combattu dans cette bataille. L'histoire de ces 4 jours d'octobre 1973 continue d'être étudiée dans toutes les académies militaires du monde comme exemple de résilience tactique, d'erreurs stratégiques et de l'importance du facteur humain dans la guerre moderne. Les tankistes israéliens qui ont défendu le Golan avec une infériorité numérique écrasante sont devenus des légendes, leurs noms gravés dans l'histoire militaire mondiale. Voilà comment 177 chars israéliens ont stoppé 1400 chars syriens dans l'une des batailles blindées les plus intenses de l'histoire moderne. Que pensez-vous de cette incroyable histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé ce documentaire, abonnez-vous à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres récits fascinants de l'histoire militaire mondiale. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode et mettez un like pour soutenir notre travail de recherche historique. À très bientôt pour une nouvelle énigme militaire.